Vous êtes lent. Vous êtes lent. Vous êtes lent. Vous perdez un temps fou sur Ableton pour des raisons complètement évitables. Et ça réduit votre productivité, votre capacité à finir vos morceaux, voire carrément votre plaisir de faire de la musique. Alors que le plaisir, c'est probablement le plus grand facteur de longévité d'une carrière avec les tournées et l'argent. Et non, passer du temps sur un projet ne suffit pas à être efficace. Vous pouvez très bien y passer 30 minutes et être aussi efficace qu'en 2 heures. Pour la faire courte, je donne des cours et j'ai régulièrement l'occasion de voir mes élèves me partager leurs sessions. Donc je les vois travailler, j'essaie d'être bienveillant avec eux, mais des fois j'ai un peu envie de m'arracher les cheveux quand même. Alors oui, je vais plus vite qu'eux avec l'expérience que j'ai, bon c'est normal, rien d'affolant là-dedans. Mais quand même, il y a 2-3 petits trucs qui sont applicables très simplement. Juste des bonnes habitudes à prendre qui pourraient déjà leur faire gagner un temps fou et leur permettre de mener à bien leur projet plus rapidement. Et je parle d'eux, mais je pourrais très bien parler de toi. Alors reste avec moi, je vais te donner 3 recommandations qui pourraient bien te faciliter la vie. Oui, j'utilise 2 micros, je fais un test. Prenez pas pour un bleu. J'ouvre Ableton et on se retrouve tout de suite. Premier conseil, ça va être un truc ultra basique. Pour être honnête avec vous, je suis même surpris, c'est-à-dire que la première fois que je me suis retrouvé face à face avec des gens en train de bosser et que je me suis rendu compte qu'ils faisaient pas ça, je suis un peu tombé des nues, ça m'a un peu... vous voyez, je suis allé dormir le soir, j'étais pas bien, je me suis couché, je me suis dit mais attends, mais... Ça va être juste un raccourci clavier qui va nous servir pour tout, je vous le dis direct, c'est CTRL F. Donc à quoi ça sert CTRL F? Attendez, je trouve qu'on va un peu vite. Avant de vous montrer mes histoires de raccourcis clavier, là, j'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on cherche à aller vite. Parce que oui, vous allez me dire, voilà, moi je fais de la musique, j'ai envie de faire ça tranquillement, c'est mon hobby, je suis pas dans une recherche constante de productivité. Et alors ça va peut-être vous paraître étrange par rapport au titre de cette vidéo, à ce que j'ai dit dans l'intro, etc. Mais je suis de votre côté. What? Je pense aussi que c'est important de prendre son temps pour faire sa musique, qu'il faut en tirer du plaisir, qu'on n'est pas forcément là pour enchaîner. Moi je trouve que autant je suis très productif sur toute ma partie business, mais alors sur la partie artistique, je suis très conscient du fait je pense qu'il faut se laisser respirer, il faut se laisser du temps pour que les idées viennent, etc. Faut pas chercher forcément, vous voyez, faut pas gaspiller le feu comme on dit. C'est-à-dire que si vous faites 30 tracks dans le mois, il y a peut-être un peu moins de chances d'en avoir un dont vous serez vraiment fier, ou qui vous touchera vraiment, ou dans lequel vous aurez l'impression de vous être vraiment exprimé, que justement, si vous rendez ça un peu plus rare, vous y trouverez peut-être plus de valeur, hein, c'est toujours le principe de rareté et de valeur perçue, bref, je m'étalerai pas trop là-dessus. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, pourquoi aller vite? Pourquoi chercher à améliorer son workflow? C'est non pas dans le but de produire, d'empiler des tracks le plus possible, mais c'est parce que la création, ça se passe d'une certaine façon, c'est que vous allez avoir une idée dans votre tête. Vous allez avoir, je sais pas, ça va être une idée de mélodie, de structure, peu importe, ça va être un point de départ pour votre morceau. Et finalement, tout ce qui va se passer entre votre tête et le logiciel, entre l'idée et son exécution, ça va être ce qu'on va appeler des zones de friction. C'est des moments où, parce que vous allez perdre du temps sur telle ou telle chose, la matérialisation de votre idée va être complètement différente de ce qu'elle était initialement, voire même vous allez tomber à côté, faire quelque chose dont vous n'allez pas être satisfait. Que justement, moi je trouve que avec l'expérience maintenant, ça fait plus de 10 ans que j'utilise Ableton, et j'ai ce côté où je vais très vite à mettre en place mes idées, et souvent elles vont ressembler à ce que j'imaginais, voire être carrément mieux. Et ça, j'en tire énormément de plaisir. C'est pour moi un vrai plaisir de produire parce que justement, je ne subis pas mon outil et je trouve ça assez important. Donc au-delà des problématiques de temps, parce que voilà, vous avez peut-être un travail, vous avez peut-être autre chose à faire, et vous n'avez pas forcément le temps de passer 12 heures devant Ableton, je trouve quand même que c'est important d'intégrer le fait que cette notion de workflow, de rapidité, de fluidité, ça vous permet de mieux vous exprimer et donc d'être plus satisfait et de prendre plus de plaisir en faisant du son. Surtout que pareil, je pourrais faire toute une vidéo là-dessus, j'en ai déjà parlé un peu dans mes contenus. Pour moi, le temps passé sur une œuvre n'est pas forcément gage de qualité. Vous pouvez faire un hit en 1 heure et vous pouvez faire un son absolument tout pourri en 24 heures parce que justement, vous vous serez trop égaré et vous vous serez trop éloigné de l'idée initiale. Si vous voulez, un morceau, ça dure 3, 4, 5, 10 minutes si vous faites du métal progressif. Donc si vous passez 30 heures sur quelque chose qui dure 5 minutes, il y a moyen que vous vous soyez perdu en route. Moi, d'expérience, les meilleurs sons que j'ai faits, c'est ceux sur lesquels je suis allé plutôt vite. Et c'est ceux que je préfère parce qu'ils capturent vraiment l'émotion, l'intention d'un moment.
Et c'est ce que je recherche quand je fais de la musique. Bon, assez parlé, on revient à ce raccourci, donc CTRL F. Pourquoi je vous parle de CTRL F? Parce que je vois plein de gens, quand ils veulent accéder à que ce soit un plugin, un sample, un effet natif, en fait, ils vont aller cliquer dans la bibliothèque comme ça. Je vous jure que ça existe, hein, et vous faites peut-être partie de ces gens. Alors là, ils vont chercher, ok, j'ai besoin d'un clipper, donc moi, voilà, je vais dans case Rogue, clip. Vous voyez, on pourrait compter ça en nombre de clics. Donc là, cliquer sur plugin, cliquer sur case Rogue, cliquer sur clip. Ouais, c'est carrément dur à dire cliquer, tellement vous cliquez, j'arrive pas à le prononcer. Hein. Hop, vous double-cliquez, voire carrément vous faites un drag and drop, ce qui est encore plus long. Alors que ce que vous avez à gauche, votre bibliothèque, ça marche vraiment comme un explorateur. C'est-à-dire que dès que vous allez mettre un dossier ici, donc sachant que votre dossier de plugin il est déjà intégré, vous avez juste à faire CTRL F et vous allez pouvoir taper absolument tout ce que vous recherchez, que ce soit un sample. Donc là, si je tape kick, je vais avoir tous mes kicks qui ont été là, qui ont été indexés. C'est le même principe que dans l'explorateur Windows. Sur Mac, je sais pas comment ça marche. Mais une fois que votre ordi il a indexé les positions des fichiers, vous avez juste à taper et vous allez trouver ce que vous recherchez. Bah là, c'est un petit peu pareil. En fait, moi, vous voyez, j'ai mis par exemple ici mes sample packs Wonder. Donc là, ce qui fait que là, j'aurais pu aller chercher mes claps comme ça, vous voyez. Hop, Sharp Crimson Claps. Hop, cliquer, aller chercher. Mais bon, c'est long. Mais comme il est déjà ajouté ici, je fais hop, j'écris Swonder Claps. Et il faut connaître un petit peu les mots-clés qu'on a dans ces sample packs. Et je trouve tout de suite, en plus voilà, j'ai tous mes claps. Là, regardez, j'ai juste tapé Swonder Clap et j'ai tous les claps que j'ai créés. Sachant que vous avez juste à cliquer sur ajouter dossier ici pour rajouter un dossier dans votre index. Là, par exemple, vous avez vu, j'ai ajouté mon dossier Splice, ce qui me permet d'avoir accès déjà à tous mes samples Splice dans mon Ableton, plutôt que d'ouvrir Splice, aller les chercher, machin. Ce qui peut être assez long. Sachant que vous pouvez également directement drag and dropper ici. Et en faisant ça, vous pouvez même avoir accès à des projets, à des pistes. Bon, retenez que quand vous avez besoin de quelque chose, vous avez juste à faire hop, CTRL F, vous tapez le nom du plugin, vous tapez ProQ4. Hop, regardez, il est affiché directement. Là, vous faites entrer. Et ça va se charger sur votre piste. Vous avez vu à quelle vitesse ça va. C'est quand même bien plus rapide de faire comme ça que d'aller cliquer et d'aller chercher manuellement d'outils. Alors je sais qu'il y a des systèmes de tag et tout, il y a plein de trucs qui sont pratiques. Moi je vous le dis avec l'expérience, le plus simple, ça reste ce bon vieux CTRL F. Je nous arrête dans notre parcours. Si ces conseils vous plaisent, je vous invite déjà à liker, commenter cette vidéo, à la partager à votre pote qui galère sur Ableton parce que je sais que vous êtes plein. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin, j'ai toute une formation sur Ableton qui est dispo. Et attention, je vais pas vous annoncer à prix à 300 balles ou 500 balles ou je sais pas quoi. C'est une formation qui coûte 17 €, donc c'est que dalle. Vous avez dedans 2h30 de contenu où j'explique tout le logiciel. Vous avez un sample pack offert, vous avez un défi, une prod en 5 sessions, vous avez un guide avec tous les raccourcis clavier. Bon, je sais pas si j'ai besoin d'en rajouter encore, mais vous avez compris, en gros, c'est mon best-seller, c'est mon produit d'entrée, vous avez absolument tout dedans. Je mettrai le lien dans la description. On reprend. Deuxième erreur extrêmement fréquente que je vois très souvent, c'est les projets mal rangés. Alors au-delà de la satisfaction visuelle que ça peut procurer, qui peut être un peu piégeuse parce qu'on voit tout bien rangé, du coup on a l'impression que ça sonne bien, ça s'appelle la psychoacoustique. Pareil, ça j'aimerais bien en parler un jour parce que c'est un sujet passionnant. Pour moi le critère numéro 1, c'est pas que tout soit renommé parfaitement, etc. Là vous voyez mon groupe de drums, il s'appelle toujours groupe. Bon, c'est pas très grave. L'idée c'est surtout d'avoir une organisation où vous pouvez retrouver les choses très rapidement. Parce que à vos débuts, quand vous allez commencer la prod, vous allez faire des projets avec 10, 15, 20 pistes. Donc quand on a 10, 15, 20 pistes, et ben c'est facile de retrouver très vite voilà, sa piste de kick, sa piste de snare, etc. Quand vous allez progresser, surtout si vous faites des styles, moi je pense typiquement, pour ceux qui savent pas, je viens du dubstep, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Et à l'époque, je me retrouvais avec des projets avec 100, 150 pistes parce qu'il y avait plein de layers. Puis après, j'ai commencé à mélanger ça avec du métal, donc j'avais aussi des parties avec des guitares, des batteries et tout. Et je me retrouvais avec des projets, franchement, je pense que sur mon dernier album, j'avais des projets avec 200 pistes faciles. Ce qui n'est pas forcément un gage de qualité. Pareil, c'est un autre sujet, mais c'est pas parce que vous avez plein de pistes que ça va être 10 fois mieux. Au contraire, des fois, less is more, comme disent nos amis anglophones. Adversaire, tout l'effort est très respectable sur le terrain. Donc l'intérêt, ça va être d'avoir une organisation où vous allez pouvoir retrouver les choses assez facilement. Pour ça,
évidemment, on utilise les groupes. Alors je vais m'amuser, regardez, je vais tout dégrouper. Ça fait vraiment mal de faire ça. Vous le savez pas, mais intérieurement, je souffre. Bon, j'arrête là parce que sinon, je pense que je vais me tirer une balle. Et je vais faire exprès, je vais mettre des couleurs pourries. Voilà, bon, admettons. Je me retrouve avec ça et j'aurais même pu ranger n'importe comment. Allez, on met encore plus le bazar. De toute façon, c'est un projet fait pour. Donc là, je me retrouve avec un bordel monstre. Et si jamais j'entends un problème dans mon morceau, je remarque que j'ai toujours pas joué de musique dans cette vidéo. En plus, ça, c'est un morceau que j'ai sorti, donc si je vous le fais écouter, je vais me faire striker. De toute façon, c'est pas utile. Donc là, maintenant qu'on est comme ça, on a plusieurs moyens de grouper les éléments. Il y a plein de solutions qui existent. Moi, je vous conseille de réfléchir avant à ce que vous allez vouloir faire en fait de manière groupée sur ces éléments. Je vous donne un exemple typique. Vous allez faire du sidechain sur les synthés. Vous allez mettre ensemble les synthétiseurs que vous allez sidechain de la même façon et vous allez les mettre dans un groupe. Si vous savez d'avance que vous avez une sub que vous n'allez pas sidechain de la même façon que les synthés, vous la groupez pas avec les synthés. Si à l'inverse, vous voulez faire saturer votre sub avec vos synthétiseurs, c'est un truc qui se fait souvent en bass music par exemple, là ça vaut le coup de tout regrouper. Moi j'aime bien généralement réfléchir un peu par zone fréquentielle et aussi par hiérarchie. Donc par exemple je vais grouper, c'est des trucs basiques mais je vais grouper les drums ensemble avec un sous-groupe pour tout ce qui va être les aigus et le kick en haut et les layers de kick. Si j'ai plusieurs layers de kick, je vais peut-être faire un groupe pour mettre tous les kicks. Et en plus l'avantage c'est que Ableton ça fait déjà un certain nombre de mises à jour qu'on peut faire des sous-groupes, ce qui est quand même plutôt pratique. Donc là, avant de renommer des trucs et tout, on va tout simplement identifier, ok là j'ai mes drums, voilà. Vous voyez, je touche pas aux couleurs, je fais exprès parce que je vais vous montrer après. Et là, raccourci, je fais CTRL-G. Ok, je me retrouve avec un groupe où c'est quand même le bordel niveau couleur. Sauf que là, ça va être intéressant parce que justement, on peut faire clic droit sur le groupe. Et on peut faire assigner couleur de piste, vous voyez ici. Et là, hop, magie, tout ce qui est dans le groupe, ça se retrouve de la même couleur. En plus de ça, vous pouvez prendre tout le groupe, vous pouvez le réduire comme ça. En termes d'affichage, c'est quand même beaucoup plus confortable. Et maintenant, dans ce même groupe, on peut créer un sous-groupe. Donc là, je pourrais me dire que je garde le kick et la snare à part, parce que j'ai envie. Donc là, je ressaisis mes autres éléments. Vous voyez comment je vais vite. En fait, je fais Shift, je fais mes flèches comme ça, flèches du bas. Ça, j'attrape tout, je fais CTRL-G. Et là, j'ai créé un groupe dans le groupe que je peux réduire et dont je peux maintenant changer la couleur. Regardez, si je fais clic droit sur le groupe, que je choisis une autre couleur, pouf. Moi, j'aime bien prendre des couleurs dégradées pour les groupes. Et je me retrouve comme ça, voilà, maintenant j'ai mes top drums, etc. Et maintenant je sais que, vous voyez, même sans tout renommer, parce que justement c'est le piège aussi, c'est que tout renommer ça peut être très long. Et moi c'est pas forcément ce que je vous encourage à faire. L'important c'est que vous trouviez votre zone à vous, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise, et où vous êtes capable de retrouver très facilement les éléments. Donc là moi je sais que le premier groupe de mon projet c'est le groupe où il y a les drums. Et maintenant, hop, je peux l'ouvrir, je peux aller retrouver mon kick super facilement. Si toutes mes drums sont trop fortes, je peux baisser le groupe ici. Si c'est seulement les top drums qui sont trop fortes, parce que je m'aperçois qu'il y a trop d'aigus dans mon morceau, et je peux aller baisser juste ce groupe-là, sans toucher au kick et à la snare. Enfin, vous voyez, ça, en termes de workflow, ça change tout. Ça permet d'éviter... Franchement, si on se retrouve à bouger le volume de chaque piste comme ça une par une, ça peut très vite, on peut très vite se perdre. Là, ça permet de faire des actions un peu plus macro, un peu plus groupées, on va dire. Dernier petit bonus, effectivement, si vous voulez envoyer votre projet à quelqu'un, ça peut valoir le coup de renommer les pistes. Et là, je vous donne un petit tips, c'est que quand vous faites CTRL-R, si vous mettez juste drums, ça va écrire drums. Sauf que le problème, c'est que si vous l'envoyez à quelqu'un, en fait, il va se retrouver avec le kick, la snare, tout ça, ça va être trié par ordre alphabétique, donc il va recevoir ça en bordel. Maintenant, si vous faites CTRL-R, vous faites dièse drums, et automatiquement, vous voyez que ça va assigner le numéro de piste. Donc là, si je le fais ici, là c'est déjà le cas, mais regardez là, le groupe Fields, si je fais CTRL-R et que je mets dièse Fields, hop, regardez, ça met 11 Fields, parce que c'est la piste 11. Et maintenant, si jamais vous exportez les stems et que vous envoyez ça à quelqu'un, il a tout dans l'ordre numérique. Et il gagne beaucoup de temps en organisant la session, il a plus qu'à tout regrouper, c'est facile. Et il a plus de temps pour travailler sur la musique, ce qui reste tout de même l'essentiel. Dernier point, et là attention, ça blague pas. Ça c'est vraiment un truc qui peut ruiner vos morceaux. Donc là on est entre le workflow et l'audio, on va dire, c'est entre les deux. Je vais vous montrer 3 paramètres
Je vais pas vous dire exactement ce que vous devez faire avec, mais c'est juste important que vous sachiez qu'ils existent pour choisir le réglage qui vous convient le mieux. Évidemment, je garde le meilleur pour la fin. Le premier, c'est dans Display and Input. Vous avez ici dessin de MIDI à hauteur fixe. Donc là, si je le désactive, je vais vous montrer ce que ça fait. Vous avez une piste MIDI avec un kick, vous voulez faire jouer le kick à la même note, sur tous les temps, vous prenez le crayon, là vous cliquez, et hop, vous faites ça, et là c'est le drame, votre main bouge un petit peu trop, et vous vous retrouvez avec plein de notes, et c'est tout pourri. Donc il y a des solutions, hein, évidemment, je pourrais prendre ça, faire des CTRL D. Bon, certes, moi je vais vous montrer un moyen beaucoup plus simple, c'est que maintenant, si vous activez ce fameux paramètre, dessin de note MIDI à hauteur fixe, maintenant si je me mets en mode crayon, que je clique, que je reste appuyé, hop, regardez là je peux bouger ma souris dans tous les sens, je reste sur la même note, ça me fait pas le bazar, moi je trouve que c'est quand même 10 fois plus pratique. Paramètre suivant à connaître, et celui-là franchement, pareil ça peut tout vous casser, si vous allez dans Record Warp and Launch, vous avez ici créer des fondus au bord de clip. Pour le coup ça va être contextuel, c'est juste important de savoir que ça existe. Parce que là si je laisse sur On, pour tous ceux qui travaillent les drums en audio, moi, j'ai pas de jugement à faire là-dessus, vous travaillez aux drums comme vous voulez. Si j'importe une snare dans le projet, et ben naturellement, ça va me faire un petit fondu là au bord du clip. Et donc ça va me virer le transient. Ça y est, premier son joué dans cette vidéo. Sauf que pour une drum, vous voulez le conserver ce transient là, c'est pas possible d'avoir ce fondu là. Donc là, si jamais vous avez cette option activée, vous allez devoir faire ça. Donc déjà, faut y penser, c'est possible d'oublier. Et maintenant aussi, petit souci, c'est que si vous faites des rolls un peu rapides comme ceci, regardez, là, hop, ça va recréer des fondus. Et en fait, sur des drums comme ça peut vous créer des choses très inconstantes. Donc moi, c'est pour ça que je préfère travailler mes drums en MIDI. Néanmoins, si vous voulez pas travailler en MIDI, je vous conseille, si justement vous faites vos drums plutôt comme ça, je vous conseille de désactiver les fondus. Parce que là maintenant, voilà, c'est quand même beaucoup plus pratique. Si je fais un roll de kick comme ça, j'ai pas de fondus qui se mettent et je conserve bien tous mes transientes. Ce qui est quand même ce que je veux a priori pour des drums. Néanmoins, si par exemple vous faites de la prod de rap ou des choses avec pas mal de sampling, ben là ça peut être justement très intéressant d'avoir ces fondus d'activer. Parce que justement, ça va vous permettre d'avoir des... Je sais pas si vous coupez là. Ça va vous permettre d'avoir des transitions smooth entre les clips audio. Et donc d'éviter tous les clics et ces choses qui peuvent être un peu gênantes. Donc maintenant que je vous ai expliqué les tenants et aboutissants, vous prenez la meilleure option pour vous. L'important c'est vraiment de savoir que ça existe. Dernier paramètre, bon je vais pas aller trop dans les détails parce que ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop technique. Faudrait que je vous explique le granulaire et tout. Mais c'est les modes de warp par défaut. Le warp, c'est ce qui permet d'adapter une loop, un sample, peu importe, au BPM de votre morceau. Donc ça va étirer, c'est ça le terme d'ailleurs, je pense que warp ça veut dire distordre. Petit doute sur mon anglais là quand même. En gros ça va étirer ou raccourcir les samples de sorte à les faire coller à votre projet, à votre BPM pour que les kicks se retrouvent aux bons endroits, etc. Sauf que le warp, vous pouvez l'appliquer de plusieurs manières. Donc là je vais faire exprès, on va importer une loop de drums. Et on va avoir donc plusieurs modes. Alors, donc là, j'ai une loop de drums qui par défaut est à 127. Et j'ai mis mon projet à 96 BPM. Donc là, si j'écoute... Là, je suis en mode beats. Le mode beats, c'est un mode qui va vous prendre soit à chaque transitoire, donc les pics que vous voyez là, ou soit selon une donnée temporelle, par exemple toutes les croches. En fait, ça va couper votre signal à chacun de ces endroits, donc soit à chaque transiente, soit à chaque croche, soit la valeur temporelle que je mets. Et ça va, sur chaque petit bout, vous le pitcher, donc le monter vers le haut, vers le bas, et le jouer, donc ça va faire des petites boucles. En gros, ça va jouer ça. D'ailleurs, on l'entend là, et on va l'entendre encore plus si je baisse beaucoup le BPM. Les découpes, en fait, sont pas assez longues, parce que j'ai beaucoup ralenti le BPM, donc les découpes sont pas assez longues pour remplir. Et ce que ça fait, c'est que ça vous joue la petite coupe en avant, puis en arrière, et en avant, puis en arrière. D'ailleurs, on a d'autres modes qui nous permettent, par exemple, de jouer qu'une fois en avant. Et donc là, forcément, ça coupe le son. Vous avez aussi un autre mode qui permet de jouer qu'en avant, qui va revenir à chaque fois au début de ce qu'on s'appelle des grains pour votre culture.
Et le truc, c'est que ce mode beats, ça va être par défaut votre mode d'import de sample dans Ableton. Et vous voyez que c'est... Moi, j'aime bien le mode beats pour faire des trucs qui sonnent un peu glitch et tout. Ça marche super bien, mais ça peut vite créer beaucoup de bazar. Et finalement, c'est pas forcément le mode le plus adapté pour faire quelque chose de transparent. Donc là, ce qui pourrait être le cas, si je sais pas, j'avais un projet à 110 BPM et que j'importais cette loupe à 127, là, le mode beats, vous voyez, ça marche pas hyper bien, on n'a pas quelque chose d'hyper régulier. Et ça, pourtant, c'est votre mode de warp par défaut. Et vous êtes plein à le laisser et à importer des samples et à laisser en mode beats. Et souvent, ça va vous foutre un bordel monstre. Vous allez avoir ces espèces de petites aspérités qui sont propres au granulaire. Les impuretés se déposent là, entre le poil et les couilles. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça va pas être beau, ça va tout ruiner. Bref, moi, je vous recommande plutôt, vous avez soit le mode complexe. Donc ça, c'est si vous vous éloignez beaucoup du BPM du sample. Donc là, par exemple, si je mets à 100, je pense que ça va être le mode où ça va être le plus transparent. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus transparent que le mode beats. Alors attention, vous voyez, quand il y a des kicks, etc., ça peut ruiner un petit peu les basses. Et alors vraiment le mode le plus transparent, mais le truc c'est que si vous changez trop le BPM, ça peut vite sonner pas très beau quoi. C'est le mode repitch parce qu'en fait pour le coup c'est du vrai pitch. Ça va juste vous jouer le sample plus ou moins rapidement selon le BPM que vous mettez. Donc si je mets un BPM exact, je vais avoir mon sample tel quel. Et si je ralentis, le pitch va baisser. Sauf qu'il n'y a aucune aspérité qui est créée ou quoi, parce que justement, c'est juste de la vitesse de lecture naturelle, quoi. À l'inverse, si j'augmente la vitesse du projet, on a le pitch qui monte. Mais vous voyez, si on est sur des amplitudes de BPM pas trop fortes, genre si je veux lire ce sample-là à 140, alors que de base il est à 127, en mode repitch, vous voyez que 13 BPM d'écart. Bon bah ça fera largement le boulot. Donc maintenant que tout ça c'est dit, moi ce que je vous propose ici, c'est que plutôt que d'utiliser le mode beats comme mode de warp par défaut, je vous recommande plutôt d'utiliser le mode complexe. Au moins vous êtes quasi sûr d'avoir des trucs transparents à chaque fois que vous importez des samples. Éventuellement vous pouvez mettre le mode repitch. Et si des fois vous avez envie d'utiliser le mode beats parce que c'est un mode qui est très cool, vous pouvez ici, hop, aller cliquer et changer et mettre sur beats. Et voilà, je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer plus que ça. Déjà, si vous appliquez ces 3 conseils, vous allez gagner du temps, vous allez gagner en clarté, vous allez prendre plus de plaisir à produire, vous allez moins galérer. Donc je vous conseille de mettre ça en application directe. À la limite, si vous pouvez ouvrir Ableton et bosser, faites tout ça. Vous allez voir que ça va pas mal vous changer la vie. Les habitudes, ça peut être dur à prendre sur les premiers jours, et puis une fois que c'est fait, bon, franchement, ça tient bien dans le temps. Si vous voulez aller un peu plus loin sur Ableton, j'ai une formation à 17 €. C'est mon best-seller. Ça s'appelle Dompter Ableton une bonne fois pour toutes. Vous avez 2h30 où je vous explique tout le logiciel, etc. En plus, dedans, vous avez un guide avec des raccourcis clavier. Vous avez un sample pack offert. Enfin, il y a plein de bonus. C'est vraiment un truc, c'est pensé pour que si vous vous mettez sur Ableton, vous l'achetez, vous vous posez plus de questions et vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Je mettrai bien sûr, comme d'hab, le lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu et vous a appris quelque chose, vous pouvez liker, commenter. C'est important de booster l'algorithme. Ma chaîne elle a encore un peu de mal, moi j'ai rien à faire décoller ça. Donc chaque like est important, je compte sur vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes autres réseaux. Swander.wav, ça a changé il n'y a pas très longtemps, sur Instagram. Mon site où vous avez absolument tout et n'importe quoi pour vous aider, swander.fr. N'oubliez pas de vous faire kiffer en faisant du son, c'est quand même le plus important. C'était Swander, bisous.